Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous. Et voici Roman Roll. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 60 à 90 minutes. Alors bienvenue chers amis en plein cœur de Rome et malheureusement la cité impériale vient de subir un terrible incendie. Mais nous allons tous la rebâtir tout en veillant à asseoir l'autorité de l'Empire dans les cités voisines. Bien évidemment, celui d'entre vous qui aura le plus d'influence pourra devenir le nouveau bras droit de Néron. Comment est-ce qu'on joue dans Roman Roll? Eh bien c'est très simple, on va enchaîner les manches jusqu'à déclencher la fin de partie. La fin de partie sera déclenchée dès qu'un joueur aura gagné la dernière carte Néron. Alors selon le nombre de joueurs, on joue avec plus ou moins de cartes. Sachez que à 2 et 3 joueurs, on jouera avec les cartes Néron 7 points, 4 points et 2 points. Et puis quand vous ferez le mode solo ou que vous jouerez à 4, vous rajouterez la carte de valeur numéro 5. Toujours est-il que quand on pioche cette dernière carte-là, eh bien on déclenche la fin de partie. Alors on termine la manche en cours. On n'oublie pas de jouer en plus une dernière manche intégrale et ensuite on procède au décompte final. Une manche se déroule en deux phases. Une phase de draft de dés à la fin de laquelle chacun aura récupéré 2 dés de la réserve devant lui et ensuite une phase d'action. Pour commencer la phase de draft de dés, c'est le premier joueur, celui qui possède la carte proconsul, qui va donc lancer tous les dés et choisir son premier dé avant tout le monde. Il le place donc devant lui et ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre, chaque joueur va pouvoir récupérer un dé. Dès que l'on a terminé cette première partie, on va répéter l'opération en commençant cette fois-ci par le dernier joueur, celui qui est à la droite du proconsul. Il va donc choisir de récupérer son deuxième dé et on fait ceci jusqu'à revenir au premier joueur. La phase est terminée dès que chacun a 2 dés devant lui. Alors il y a une petite astuce, au moment où vous récupérez votre premier dé, après avoir choisi le premier dé, vous pouvez, si vous en possédez un, déployer un sénateur ici, c'est-à-dire l'utiliser. Pour ceci, vous cochez la case du sénateur que vous avez et il va vous permettre de pouvoir choisir vos 2 dés d'un seul coup. Alors attention, quand les autres joueurs choisiront leur second dé, vous ne pourrez pas en prendre un troisième, mais cela va quand même bien vous aider. Pour la phase d'action, c'est également très simple. On commence là aussi par le proconsul qui va défausser un de ses dés pour faire son action plus autant d'actions gratuites qu'il le veut. Et on joue comme ceci dans le sens des aiguilles d'une montre. Le joueur suivant défausse son dé, fait son action et autant d'actions gratuites. Le troisième joueur fait pareil. Et ça revient au premier joueur, le proconsul, qui défausse cette fois-ci son deuxième dé, il fait son action, ses actions gratuites. Le second joueur fait pareil et le troisième joueur fait pareil. À la fin de la manche, eh bien, le joueur qui était proconsul va passer la carte à son voisin de gauche. Bien évidemment, on vérifie si on n'a pas terminé la partie et on relance une nouvelle manche. Dans le jeu, il existe 6 actions différentes. Construire, lever une légion, conquérir, développer, taxer et échanger. Pour conquérir, taxer et échanger, vous n'avez pas besoin d'avoir une icône dessinée en particulier sur le dé. En revanche, pour construire, il faut avoir l'icône sous forme de marteau qui est un constructeur ou bien celle qui représente un architecte. Pour lever une légion, il faudra un légionnaire et pour développer, il vous faudra le constructeur. Vous devez obligatoirement défausser un dé pour réaliser une action. Avec ce dé-là, par exemple, je ne pourrai que conquérir, taxer ou échanger. Et avec ce dé-là, je vais pouvoir faire toutes les actions sauf lever une légion puisque l'icône n'est pas dessinée dessus. À savoir que sur certains dés, vous allez avoir une icône en forme de parchemin, par exemple, comme celle-ci. Eh bien, cette icône-là représente n'importe laquelle des 4 icônes ouvriers. Légionnaire, constructeur, architecte et marchand. Et puis, il faut savoir également que le sénateur peut à nouveau vous aider. Avant de faire votre action, vous pouvez en déployer un pour avoir une icône supplémentaire, que ce soit le constructeur, le marchand ou le légionnaire. Il existe 2 types d'actions gratuites que les joueurs vont pouvoir effectuer. Stocker des ressources ici sur notre plateau individuel ou bien alors corrompre un conseiller là aussi sur notre plateau individuel. Pour stocker les ressources, si par exemple je défausse ce dé-là, je peux décider de stocker de bois ici dans ma réserve personnelle. Alors dans le jeu, vous avez 4 ressources de base, le bois, la brique, la pierre et le poisson. Pour les stocker, on notera la première lettre de chacun de ces éléments qui correspond au mot en anglais W pour wood en anglais qui correspond à bois. Si vous avez un panier qui est dessiné sur votre dé, vous pouvez décider de stocker ce que vous voulez parmi ces 4 ressources de base, mais au moment où vous stockez le panier,
panier, vous décidez tout de suite. Vous ne pouvez pas écrire un P pour panier, ça ne marche pas comme ça. Ensuite, vous avez le bijou qui est une ressource dessinée sur les dés, mais qui est à part. On ne peut pas avec le panier noter un bijou. Donc ici, je note de bois, j'écris W et W. Alors on n'oublie pas qu'on a déjà ces ressources de base imprimées sur notre plateau individuel. Plus tard dans la partie, quand vous allez dépenser les ressources, on vous recommande de les cocher. C'est le cas aussi pour celles que vous aurez notées. Moi, pour plus de lisibilité, quand je les dépense, je préfère les effacer. Ça fait un plateau un petit peu plus clair. Et ça revient exactement à la même chose. À savoir que pour ce dé, si j'avais utilisé les 2 bois pour mon action de construction avec le marteau, je n'avais pas le droit en plus de les stocker car elles ont déjà été considérées comme dépensées. Et surtout, ce qui est très important, c'est que l'action de stocker des ressources est faisable non seulement par le joueur actif, mais les 2 autres joueurs, dans mon exemple à 3 joueurs qui ne sont pas actifs, vont eux aussi gagner ces 2 ressources bois et pouvoir les stocker. Ils ne pourront pas faire mon action principale, mais ils pourront faire l'action gratuite. Votre action gratuite, vous allez pouvoir corrompre un conseiller. Sur notre plateau individuel, c'est très simple, on en a 3 qui apparaissent ici. Vous pouvez choisir dans quel ordre vous allez corrompre un conseiller. Par contre, quand vous commencez à remplir les cases qui sont dessinées ici à gauche, vous devez aller de façon croissante du chiffre 1 jusqu'au chiffre 5 maximal de ce conseiller. On ne peut colorier une case qu'avec un bijou, un poisson ou un panier, et attention, ils doivent provenir d'une action gagnée, que ce soit par les plans ou par les dés. En tout cas, ça ne vient jamais du stock de ressources. Si vous commencez par colorier cette première case, eh bien pour l'instant, ça ne vous accordera rien. Vous pouvez par exemple, si vous avez ici un bijou et panier, dire je colorie ici pour le bijou et ici pour le panier. Vous pouvez attaquer plusieurs conseillers en même temps. En revanche, si vous voulez avoir sa faveur, sa première faveur expliquée ici, il vous faudra avoir colorié les 2 cases. Plus tard, si vous continuez à colorier les 2 autres cases, vous gagnez la 2e faveur. Attention, ce n'est pas à la place 2, mais c'est bel et bien en plus. Vous aurez ces 2 avantages supplémentaires. Et si vous réussissez à colorier la 5e case d'un conseiller, il vous rapportera des points de victoire supplémentaires notés juste ici en fin de partie. Pour construire un bâtiment, si vous voulez déplacer votre surveillant, vous devez le faire avant de construire le bâtiment, mais vous n'êtes pas obligé. Le premier déplacement est gratuit, chaque déplacement supplémentaire coûte un poisson et on se déplace de bâtiment en bâtiment pour peu qu'ils soient adjacents. Pour que 2 bâtiments soient adjacents, il faut qu'ils aient au moins un côté entier en commun. Par les coins, ça ne marche pas. Ces 2 bâtiments-là, même s'ils sont part et d'autre du mur servien, sont considérés comme adjacents. Et si vous faites 2 bâtiments de part et d'autre du pont, ils sont également considérés comme adjacents. Pour construire, vous devez être adjacent à un bâtiment déjà construit, sachant qu'en début de partie, vos surveillants démarrent sur le forum et qu'il est considéré lui-même comme un bâtiment. Bien évidemment, on ne peut pas construire à cheval sur le mur servien, ni sur le fleuve, ni sur le pont. On va pouvoir construire dans les cases blanches qui sont des marécages ou sur des cases colorées qui sont les collines. Mais on ne peut pas construire à cheval sur 2 collines différentes. Alors moi, je veux construire ici un temple sur le Palatin. Je déplace donc mon surveillant d'un bâtiment, c'est gratuit, et je dépense un poisson pour aller sur le bâtiment de l'adversaire. Je n'ai juste pas le droit de m'arrêter sur la même case que son surveillant. Maintenant, je vais envoyer mon contremaître réaliser les plans de mon très joli temple. Alors, comment est-ce qu'on peut s'installer sur les plans de la ville? Eh bien, tout dépend de l'icône que vous aurez sur le dé. Si vous avez une icône marteau, vous êtes obligé de vous installer sur un bâtiment disponible. En l'occurrence, ici, je ne pourrais pas aller me mettre sur le bijoutier. En revanche, si vous avez l'architecte, vous avez un bonus supplémentaire. Soit, justement, vous pouvez vous installer sur un bâtiment qui n'est pas disponible et déloger votre adversaire. Soit alors, vous vous installez sur un bâtiment disponible. À ce moment-là, vous avez une réduction du coût de construction. Car en effet, quand vous construisez un bâtiment, vous devez payer son coût. Certains coûtent 3 ressources et d'autres 2 ressources. Donc, moi, j'ai décidé de faire un temple. Je vais maintenant dessiner la forme du bâtiment que j'ai choisi ici. Vous pouvez l'installer verticalement, horizontalement et même faire un effet miroir. En revanche, vous êtes obligé de construire le bâtiment en entier et certains bâtiments ont des précisions et des conditions supplémentaires représentées sur la carte par un point d'exclamation comme par exemple ici et ici. Le temple doit être entièrement construit sur une colline et il doit y avoir maximum un temple par colline. Donc je vais dessiner mon temple dans Rome ici.
je fais mon petit rectangle de 2 cases et je vais noter à l'intérieur T et L, comme ça maintenant on saura que c'est un temple. Étape suivante, je déplace mon surveillant à l'intérieur de ce temple, ça ne me coûte pas de poisson. Je vais maintenant noter sur mon plateau individuel le fait que je viens de construire un bâtiment dans la zone des bâtiments. Je colorie donc ici mon premier bâtiment. Quand j'aurai colorié tous les bâtiments jusqu'à arriver au 8e, eh bien pour moi, ça me permettra de gagner une carte Néron. Je prendrai donc la première carte disponible sur les cartes Néron. Rappelez-vous que c'est ça qui déclenche la fin de partie. Et ce niveau-là est différent d'un plateau individuel à l'autre. Vous voyez ici, il faudra qu'il ait construit lui que 7 bâtiments pour avoir une carte Néron. Mais ce n'est pas tout. Une fois que j'ai colorié mon bâtiment, je vais déclencher éventuellement le petit éclair qui est dessiné sur la carte. Donc par exemple pour le temple, eh bien je vais obtenir une faveur des dieux. Alors parfois ça pourrait être gagner un bijou, etc. Qu'est-ce que c'est les faveurs des dieux? En début de partie, vous avez 3 cartes faveurs des dieux installées à côté du plateau principal. Vous la prenez et vous l'utiliserez quand vous voudrez dans la partie. Une fois que vous l'utiliserez, vous la remettrez en commun pour tout le monde et un autre joueur pourra la prendre. Il n'y a que 3 cartes disponibles. Et ensuite, vous allez déclencher la fonction engrenage des bâtiments adjacents, que ce soit les vôtres ou ceux de vos adversaires. Donc par exemple, je suis à côté d'un bijoutier de mon adversaire, comme c'est dessiné sur la carte des bijoutiers, eh bien il va obtenir un bijou. Alors, il peut parfaitement dépenser ce bijou pour corrompre également un sénateur. C'est à lui de voir ce qu'il en fait. Il peut également décider de le stocker. En tout cas, il l'a bel et bien gagné. Et puis, si j'ai construit adjacent à un adversaire, je vais pouvoir gagner les fameux sénateurs. Alors, même si j'ai construit à côté de plusieurs bâtiments, je ne gagne qu'un sénateur. Je le colorie ici. Pour lever une légion, vous allez devoir défausser un dé avec cette icône-là. Et vous allez pouvoir activer jusqu'à 3 bâtiments militaires, qu'ils vous appartiennent ou non. Alors en l'occurrence ici dans mon exemple, il y a ici un poste de construction là, un autre ici et un terrain d'entraînement. Si je sollicite les 3 terrains militaires, je vais gagner des soldats et chaque propriétaire d'un terrain qui ne m'appartient pas recevra une pièce. Quand vous gagnez une pièce dans le jeu, vous coloriez ici une case sur votre piste de pièces qui elle aussi peut déclencher l'acquisition de cartes Néron. Après, vous regardez ce qu'il y a dessiné sur les cartes des bâtiments en question à l'icône Légion. Donc pour le terrain d'entraînement, eh bien vous obtenez un soldat et pour le poste de construction, vous pouvez obtenir une pierre ou bien choisir de dépenser une pierre pour gagner 2 soldats. Là aussi, quand vous gagnez des soldats, vous allez les colorier ici sur votre piste de légionnaire. Pour conquérir des colonies, il va falloir vous rendre chez vos chers voisins. On ne peut conquérir que dans une même région. Pour cela, vous allez totaliser votre force armée et il faut que le total soit égal ou supérieur à ce qui est dessiné dans les bulles de colonie. Comment est-ce qu'on compte ces soldats? Bien évidemment, on ne compte pas les soldats qui sont déjà en garnison, qui ont été cochés. Moi, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et si sur le dé qui utilise cette action-là, vous avez l'icône auxiliaire en plus, c'est quelqu'un qui vient vous aider, donc ça fait 5. Je peux donc aller en Égypte et vous voyez ici, ça me coûte 3 et ici, ça me coûte 2, j'avais bien 5. C'est bon, je peux conquérir ces 2 colonies-là. Il y avait d'autres restrictions, mais je les ai respectées. Il faut que la colonie que vous convoitiez soit directement reliée à Rome par une route non bâtie. Là, elle n'est pas bâtie, mais plus tard, si on colorie ici, elle sera bâtie. Ou bien reliée à une colonie déjà conquise, que ce soit par un adversaire ou par vous-même. J'ai donc gagné mes 3 drapeaux puisqu'ils sont dessinés sur les colonies. Je vais les colorier ici sur mon plateau individuel. Là aussi, ça me fera des points de fin de partie et ça peut déclencher une carte Néron. Alors attention, comme je me suis installé ici, il faut quand même que je laisse des soldats. Je vais laisser un soldat par colonie conquise et un vrai soldat, pas un auxiliaire. Donc j'ai colonisé 2 colonies, donc je laisse un soldat pour chacune des colonies, je les barre ainsi. Il m'en reste maintenant 2 pour la suite de mes conquêtes. Pour développer, je vais défausser un dé avec un marteau et je vais pouvoir justement construire les routes qui m'intéressent dans une même région, bien évidemment. Je vais dépenser une pierre
pour chaque tronçon que je vais pouvoir colorier. Et c'est moi qui choisis ce que je décide de colorier. Ici, je vais donc dépenser 3 pierres. Je peux donc me servir des 2 pierres du dé et d'une supplémentaire depuis mes ressources. Et ensuite, je vais gagner des points d'héritage. Pour cela, je compte ces icônes-là. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Je vais les dessiner immédiatement sur mon plateau individuel comme pour le reste des ressources qui sont gagnées. Si pendant une même action, 2 routes ou plus sont rénovées, j'obtiens un bonus supplémentaire de 2 icônes héritage. Vous voyez, ça monte quand même assez rapidement. Et de plus, si une colonie est reliée pour la première fois directement à Rome, eh bien, elle génère la ressource de la région en question. Ici, en Égypte, de la brique. Chaque colonie gagne cette ressource, ce qui fait que moi, j'ai 2 colonies, je vais gagner 2 briques, mais je fais gagner également une brique à mon adversaire. Pour l'action taxée, on peut jouer avec un dé qui n'a pas d'icône particulière ou bien un dé qui a l'icône marchand. Si vous utilisez un dé sans icône particulière, eh bien, vous choisissez une de vos régions et chacune de vos colonies reliées à Rome va générer la ressource. Cette fois-ci, il n'y aura que vous, l'adversaire ne gagnera rien. Donc moi ici, j'aurai 2 briques, mais s'il y a l'icône marchand, eh bien je vais déclencher toutes les régions à la place. Donc pour moi, 2 briques et un poisson. Pour l'action échangée, vous allez dépenser, comme c'est écrit ici, 3 ressources identiques, à savoir qu'un bijou représente un joker. Donc ici, j'ai 1 brique, 2 briques et on va dire 3 briques. Chacune de ces ressources va me rapporter une pièce que je vais colorier ici, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Si jamais j'ai utilisé sur mon dé l'icône marchand, à ce moment-là, j'aurai une pièce en plus par bijou utilisé. J'ai utilisé un bijou, donc je gagne une pièce supplémentaire. Et on n'oublie pas à la fin de cette action, tous les joueurs, y compris vos adversaires, peuvent déclencher la capacité engrenage d'un de leurs bâtiments. Donc réfléchissez bien à ce que vous faites. Dès que la fin de partie est arrivée, eh bien vous n'avez plus qu'à totaliser tous vos points de victoire en suivant scrupuleusement ce précieux tableau. Vous allez commencer par compter le chiffre le plus élevé colorié sur la piste pièce. Donc moi ici, il s'agit de 13. Et vous allez faire pareil pour la piste bâtiment, la piste héritage et la piste gloire, c'est-à-dire les colonies. Ensuite, vous allez regarder si vos conseillers vous rapportent des points de victoire. Et puis, vous allez regarder toutes vos cartes si elles vous rapportent elles aussi des points de victoire. En effet, selon les bâtiments que vous possédez, eh bien, vous pourrez gagner des choses. Par exemple, pour la manufacture, si vous avez un bijoutier, il vous octroiera 2 points si vous êtes adjacent à au moins un bâtiment urbanisme adverse. Pour le briquetier, vous pouvez avoir 1 point par briquetier adjacent. Là aussi, c'est la catégorie des manufactures. Pour l'urbanisme, eh bien, vous n'aurez pas forcément des points partout. Sur le marché, vous voyez, il n'y a pas de coupe. En revanche, la villa vous rapportera 2 points si vous êtes adjacent à au moins 3 bâtiments. Concernant le militaire, vous pourrez avoir, grâce au terrain d'entraînement, 1 point par bâtiment armé adjacent, sauf les terrains d'entraînement. Pour le poste de construction, vous aurez 1 point par région où vous possédez une route. Pour le temple, vous gagnerez des points en fonction des collines où vos temples sont installés. Pour l'esplanade, là aussi, vous pourrez gagner 3 points de victoire si vous respectez cette condition. Et puis, vous ajouterez à ça éventuellement les cartes Néron que vous aurez réussi à gagner. Et ce n'est pas totalement terminé. Maintenant, vous allez compter tous vos soldats présents ici sur votre plateau individuel, même s'ils ont été envoyés en garnison, et vous gagnerez 1 point par 2 soldats ou pareil, par 2 sénateurs. Vous voyez, il y a 2 lignes distinctes, arrondies au supérieur. Donc moi, j'ai 3 points pour mes soldats et 1 point pour mon sénateur. Bien évidemment, vous totalisez tout ceci et celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et bien voilà, chers amis, pour les règles du jeu Roman Roll que je vous recommande. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt chez Tartampion. D'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!